D'abord, merci beaucoup à Dominique et puis à l'ensemble des organisateurs de cette journée d'études pour leur généreuse invitation à venir participer à ce premier panel donc, de l'après-midi intitulé Dire, montrer, occuper. Et ce que je vous propose pour mon intervention pendant les 10-12 prochaines minutes, si j'ai un bon timing, ce sera en fait des considérations très générales liées à mes recherches autour du thème des soulèvements, autour de l'exposition soulèvement également, et de cette thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est donc celle des voix qui s'élèvent. Et c'est avec ce point de départ justement que j'ai voulu, que j'ai sélectionné cette image. J'avais participé à une journée d'études qui avait été organisée en marge de l'exposition soulèvement à Paris, l'exposition soulèvement lorsqu'elle s'est tenue à Paris. Il y avait une image que j'avais pensé inclure dans ma présentation, mais qui ne cadrait absolument pas avec le reste de ce que j'avais à montrer, puisque j'étais intervenu sur des pratiques politiques qui, par ailleurs, seront aussi un peu l'objet de ma présentation. C'est cette image extraite de Gaston Lagaffe, qui est de 1982, qui montre justement une volonté de soulèvement et ce que le soulèvement devient lorsqu'il se déploie dans la ville. C'est Gaston Lagaffe voulant aller en manifestation contre les armements et se fabriquant une bombe en polystyrène qui se fixe au-dessus de la tête pour, comme il le dit, montrer toute la menace que ces engins font peser sur chacun d'entre nous. Et sa voix qui s'élève est par ailleurs immédiatement contrée à même la bulle par celle de son supérieur qui l'interrompt. Et Gaston, allant à la manif, revient à la fin de l'après-midi, recroise ses collègues et se rend compte que sa stratégie de manifestation était belle, mais que malheureusement le vent s'est levé et que la signification de sa bombe a radicalement changé, du moins pour les personnes avec qui il est allé manifester. Donc c'est un clin d'œil aussi à cet argument qui est celui de l'exposition soulèvement, puisque la première section met justement en relation les soulèvements esthétiques et les soulèvements politiques. Le soulèvement politique, c'est, dit Georges Didier Huberman, comme la tempête qui se lève. Et là, ce qu'on voit, c'est justement comment est-ce qu'une tempête qui se lève vient entraver, non pas participer d'un même soulèvement, mais vient entraver un soulèvement politique et vient entraver la sémiologie du dispositif de manifestation qui a été pensé. La signification, en somme, a bougé. Et c'est un de mes principaux objets de recherche, c'est de voir justement comment, non pas simplement des signes utilisés en manifestation ou dans le vocabulaire politique, mais comment les corps politiques eux-mêmes, les collectifs politiques, les rassemblements politiques sont des objets profondément polysémiques. Il en est un, justement, qui est présent dans l'exposition Soulèvement et qui est particulièrement beau à voir et intéressant à étudier parce qu'il est représenté dans l'exposition Soulèvement par l'image de droite, qui est une image du dessinateur français Jean Weber, intitulée « Le dompteur a été mangé », qui est une estampe de 1909, que l'exposition antidate légèrement en 1904, et que par ailleurs, le petit cartel qui présente l'œuvre dans l'exposition mentionne que ce qu'on voit, c'est en fait un corps politique traditionnel dans lequel le président du conseil de l'époque, Georges Clemenceau, serait renversé par le peuple qui... ayant été maltraité par sa politique, on est au début du XXe siècle en France, il y a de nombreuses grèves ouvrières dans tout un ensemble de secteurs et dans toutes les régions de France, des mines du Nord aux vignerons du sud de la France. Et l'idée serait que cette image, justement, représente le peuple qui, en ayant assez du président du Conseil, le renverserait. Du moins, c'est la manière dont l'œuvre est présentée dans l'exposition. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été réalisée en 1904, mais en 1909, et que 1909 est l'année du renversement de Georges Clemenceau à la Chambre des députés à Paris, et que ce qu'on voit en fait dans le corps politique et dans le collectif politique de cette image, eh bien, c'est en fait les députés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple représenté dans cette image, il n'y a que des élites qui se renversent entre elles, et c'est ce que montre le deuxième dessin qui a été réalisé la même année, qui est justement intitulé Clemenceau à la Chambre des députés. C'est Clemenceau encore en train de triompher
de ces députés dissidents qui vont le renverser quelques jours plus tard, au mois de juillet 1909. Donc si j'insiste sur cette image-là, c'est pour illustrer justement cette question de l'ambiguïté des corps politiques, c'est-à-dire de l'ambiguïté des collectifs politiques que ces foules représentent, aussi bien par les images que dans les rassemblements urbains. Il est toujours très difficile de savoir de quoi une foule est composée et de quoi sont faites ces multiples forces politiques antagonistes. Une foule n'est jamais unifiée, elle ne peut jamais être une, elle est toujours multiple et hétérogène. Et ce cas-là, tout particulièrement, parce qu'esthétiquement il a cette force et cette beauté esthétique, montre toute l'ambiguïté qu'il y a dans la notion de soulèvement, et toute l'ambiguïté qu'il y a aussi dans les multiples termes, outre les images, dans les multiples termes qui sont utilisés pour qualifier les foules politiques, où on utilisera alternativement la foule, la populace, le corps, les masses, le bloc aujourd'hui, je vais y venir. Comment est-ce que ce vocabulaire polysémique, qui a aussi des évolutions très importantes dans le temps, dans l'histoire, comment cela constitue finalement l'une des matrices de ce que l'exposition Soulèvement propose, c'est-à-dire l'ambiguïté fondamentale des gestes qui se répondent de situation en situation avec des déplacements de sens qui parfois peuvent être assez importants, voire à 180 degrés. Cette ambiguïté, on la trouve justement dans l'histoire des foules représentées, dans l'iconographie des foules, qui est un champ de recherche qui reste encore en grande partie à constituer. On le voit ici par la comparaison entre un tableau classique de la fin du XIXe siècle du peintre belge James Ensor, présentant l'entrée du Christ à Bruxelles le Mardi Gras en 1889, tableau peint l'année précédente, en 1888, donc avec une dimension très millénariste de ce qui va arriver, de cette entrée christique, de cette foule qui va envahir les foules, qui va envahir les rues de Bruxelles, et à quel point cette image de 1888 peut rentrer dans un télescopage iconographique avec une image beaucoup plus récente, qui est celle donc d'un Black Bloc, qui est un de mes objets de recherche principaux. L'image a été prise en juillet 2017 dans la ville de Hambourg. La notion de bloc comme désignation des collectifs politiques est plus spécifiquement l'objet, la chose sur laquelle je travaille actuellement, c'est-à-dire quelle est l'histoire de cette notion de bloc dans la pensée politique et avec quelle relation dans l'iconographie politique. Et évidemment, l'émergence de cette pratique que l'on voit donc sur l'image de droite, qui est celle du Black Bloc, donc une tactique de manifestation qui consiste à manifester cagoulé et vêtu de noir. Comment cette tactique, dans son histoire, d'abord locale en Allemagne de l'Ouest, puis à l'échelle globale, c'est ce qu'on voit en fait dans la même ville, un soulèvement local dans la ville même, l'une des villes où le Black Bloc est apparu comme pratique au début des années 1980. Comment est-ce que, dans le cadre de cette manifestation contre le G20, cette pratique locale est devenue une pratique globale? Et vous avez à l'Université du Québec à Montréal l'un des grands connaisseurs et des grands spécialistes de cette question du Black Bloc, qui est Francis Dupuy-Derry, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, qui aurait finalement probablement été un interlocuteur davantage développé cette question du Black Bloc comme pratique. J'ai simplement voulu la mentionner pour pouvoir introduire également quelque chose qui, là maintenant, cadre plus spécifiquement avec la thématique des voix qui s'élèvent, c'est comment cette pratique du Black Bloc globalisé a donc une existence toujours en Allemagne évidemment, mais également en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Comment est-ce qu'elle a également une présence extrêmement forte dans les manifestations en France, et c'est autour d'une manifestation qui a eu lieu à Paris le 1er mai dernier, à l'occasion de la fête du travail, que je voudrais développer la deuxième partie de mon intervention, puis conclure, puisqu'il s'est produit le 1er mai dernier, donc une contre-manifestation qui a finalement pris la tête de la manifestation syndicale traditionnelle du 1er mai, via ce qui s'appelle depuis désormais 2 ans, 3 ans, un cortège de tête, c'est-à-dire
un regroupement de manifestants, certains cagoulés, d'autres non, qui, plutôt que de se séparer de la manifestation, d'une manifestation syndicale, d'une manifestation ouvrière, ou d'en rejoindre la queue de cortège, prend la tête de ce cortège de telle manière à ce que les voix qui sont portées par ces militants puissent précisément s'élever. Et ce sont ces voix que vous voyez inscrites sur les banderoles que les manifestants et manifestantes donc, ont produites pour le 1er mai dernier. Ce qui est intéressant dans ces voix, justement, c'est d'une part une connexion qui, encore une fois, nous ramène à l'exposition Soulèvement. L'exposition Soulèvement à Paris donc, a été présentée à l'automne 2016 et immédiatement, si elle a été attaquée dans certains médias et par certaines franges du monde académique, l'exposition a également été mise en question ou en problème de manière parfois beaucoup plus radicale par certains cercles militants qui en ont justement critiqué le pouvoir de captation de l'élan révolutionnaire ou de la forme révolutionnaire. Et donc, ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui, c'est des discours qui sont aussi dans une logique de voix qui s'élève également contre l'exposition. Le but n'étant pas de légitimer ou de discréditer les discours portés contre l'exposition, mais si nous organisons, si nous participons et discutons ensemble dans le cadre d'une journée intitulée « Des voix qui s'élèvent », il est bon de savoir que des voix se sont également élevées contre l'exposition et que l'exposition est aussi une actrice dans l'histoire politique récente et de fait l'objet de certains débats et de certains antagonismes. Puisque le temps est limité, je termine simplement avec la diversité des discours qui ont été produits au cours des manifestations des dernières années. Je vous ai simplement mentionné, voilà, je ne rentre pas dans le détail, c'est ce que j'avais un peu prévu de faire, mais par ailleurs, ce n'est pas capital. Il y a une grande diversité de discours qui ont été produits lors de cette manifestation, grande diversité de sources, toutes unies autour de ce rapport antagoniste que vous trouvez incarné dans cette banderole, dans cette voix qui finalement reprend la voix de la préfecture de Paris, reprend la voix de l'ordre, reprend la voix de la police, cette banderole qui présente pour tout texte risque de trouble à l'ordre public. L'annonce qui avait été faite par la préfecture de Paris en marge de la manifestation a tout simplement été reprise et renvoyée à l'envoyeur d'une certaine façon par sa simple citation. Et ce retour à l'envoyeur a caractérisé d'autres voix inscrites, telles ce graffiti sur une devanture de banque qui a été saccagée en 2014. Tiens tes agios. Retour à l'envoyeur incarné par le tag qui vient non pas légitimer ou expliquer les raisons pour lesquelles l'iconoclasme et la destruction est intervenue, mais qui vient co-construire textuellement et visuellement le sens profond de ce soulèvement et de ce passage radical par la violence en complément des mots et en complément des images. Dernière image, dernier slogan qui a été utilisé le 1er mai, c'est un anniversaire du coup, qui a été souligné sous les caouets à la plage, donc, sous les black blocs, sous les masques, sous la dissimulation, sous l'uniformité. Il existe ce qui se trouvait sous les pavés de 1968, à savoir les possibilités d'émancipation du moment. Et donc, un discours qui, en somme, nous en dit aussi beaucoup sur l'évolution des conditions de visibilité politique depuis 50 ans, c'est-à-dire un discours qui nous dit pour quelles raisons, dorénavant, ce sont des caouets et des cagoules qui importent dans le sens politique de certaines pratiques radicales et quel soulèvement se trouve derrière ces actions, derrière ces mots et derrière ces images. Voilà, je vous remercie beaucoup.